sur un autre terrain et un esprit beaucoup plus bon enfant, l'année 83 coïncide avec l'arrivée en France d'une culture rebelle, underground, donc souterraine en l'occurrence, hein, et puissante comme Pluton. Hein, il s'agit du mouvement hip-hop qui, avec le rap, le smurf, le break, le graphe, le DJing, transformeront durablement la façon de concevoir les programmes artistiques, hein, dans le monde du spectacle. Donc après une courte mais passionnante médiatisation d'extraits de cette culture sur TF1, à l'époque encore la première chaîne du service public, avec l'émission HIP HOP, animée par Sydney, de nombreux danseurs, essentiellement des jeunes de quartiers populaires, voire de cités défavorisées, continueront à développer pendant des années dans leur coin et dans l'ombre, loin des projecteurs et caméras de télé, leur art, pas encore considéré comme tel à l'époque. On retrouve là le côté autodidacte de Pluton et Uranus aussi. D'ailleurs, Uranus en Scorpion, on parlait de l'électrique boogaloo, électrique boogie. Donc électrique, on retrouve bien Uranus, la planète d'électricité, hein, dans le signe puissant du Scorpion, donc qui canalisait aussi les pulsions agressives, hein, pour en faire une énergie positive tournée vers l'art ou le défouloir à travers, hein, des battles amicaux. À l'époque, on n'appelait pas ça encore les battles, on appelait ça, hein, les défis. Mais on retrouve bien l'idée de combat, donc en rapport avec Pluton. Donc on retrouve bien la culture souterraine. D'ailleurs, les danseurs français, à l'époque, il n'y avait pas encore la médiatisation, surmédiatisation du hip-hop, il n'y avait pas encore Internet, il y avait a fortiori tout juste, hein, l'arrivée des cassettes vidéo. Et donc c'est vrai que les danseurs à l'époque se cachaient, voulaient imprimer leur identité dans la danse et se cachaient pour pas montrer aux autres, et ils montraient bien entendu leur danse une fois dans les cercles, hein, mais ils essayaient de développer une vraie identité de danse. Et après, c'est vrai que tout ça a volé en éclats, puisque forcément, avec la publication sur Internet et la diffusion des vidéos, bah, tout le monde pouvait, ce qu'ils appelaient un peu prendre, ou en tout cas copier. Ils appelaient ça d'ailleurs être un rang Xerox en rapport avec la marque, hein, qui fait des copies, donc qui copie en fait, et donc ça c'était vraiment proscrit. Hein, de copier, faire du copier-coller, c'était vraiment pas du tout, voilà, c'était mal vu, quoi, hein, dans cette culture-là. Hein. Alors dans la lignée, hein, de cette culture, l'année 83 est aussi celle du triomphe, hein, de la popularisation de la black music, avec la starisation de son icône, celui qui allait devenir une icône, Michael Jackson, qui révolutionnera le monde artistique avec son célèbre moonwalk. Donc là on retrouve la marche sur la Lune, hein, qui fait allusion à l'astre, hein, la Lune bien entendu, donc sur lequel aurait marché Neil Armstrong en 1969. Et donc il faut savoir que Michael Jackson, donc, était du signe de la Vierge, hein, du 29 août, j'allais vous dire septembre, c'est août 1958, et donc Pluton séjournait d'ailleurs, hein, était assez valorisé dans son thème astral. Hein. Alors donc Michael Jackson, 29 août 1958, 19h33, à Gary dans l'Indiana, donc Vierge, ascendant, Poisson, et donc voilà, on est sur sa carte du ciel, et donc on retrouve effectivement à cette époque-là Pluton, hein, qui était à 2 degrés et son Soleil à 6 degrés, donc il y avait une quasi-conjonction, donc là on retrouve bien la force de Pluton, et c'est vrai qu'on avait aussi Saturne, hein, valorisé au milieu du ciel, et donc Saturne expliquerait aussi sa morphologie très longiligne, très fine, puisque Saturne, un décharne, hein, c'est un astre en fait, hein, qui est très énergivore, et donc qui enlève tout ce qui est superflu, donc on voit bien quelqu'un de très fin, et donc Pluton explique, hein, son charisme, et donc c'est vrai qu'il a explosé dans les années 80, donc 83, 82, 83, avec justement l'avènement de Pluton, hein, qui était en conjonction, hein, dès la fin du cycle de Pluton en Balance, hein, sur Jupiter-Neptune, hein, d'accord. Et même un peu avant, avec Off the Wall, je crois qu'il était sorti en 1979, hein, il y avait déjà Pluton sur sa tête du dragon, etc. Donc c'est vrai que depuis tout jeune, hein, il avait Pluton quelque part à ses côtés, qui l'a accompagné voilà, pendant pas mal d'années pour lui donner ce succès monumental. Hein, et l'âge d'or, c'était vraiment dans les années 80 bien sûr, mais ensuite après dans les années 90, voilà, où on avait une belle alliance aussi avec ces planètes en lion, avec Mercure, la planète de la voix, Vénus, planète des artistes, dans le signe spectaculaire du lion, avec Uranus, l'originalité, etc. Puis ensuite, après, il a eu d'autres difficultés, donc si un jour vous voulez qu'on parle du thème de Michael Jackson, on aura le plaisir de faire un topo beaucoup plus complet là-dessus. Alors, puisqu'on est dans les
secret de Pluton. Donc il faut savoir qu'il y a un lien étroit entre la danse hip-hop et bien sûr l'inspiration géniale de Michael Jackson. Donc qui, faut savoir, s'inspirait justement du mime Marceau et de danses très anciennes finalement. Donc c'était un surdoué, mais il était également coaché, très bien coaché par des danseurs émérites, comme un qui s'appelait Popin Tacos, donc qui était dans l'ombre et qui le coachera en coulisses. Donc il coachera le grand Michael Jackson, qui a su, bien entendu, après, avec son art, développer sa propre identité et sa propre griffe artistique génialissime. Donc vous voyez l'extrait, ça c'est un film de 1984, donc qui s'appelait Break Street, c'est un film de référence de la culture hip-hop, et où on voit justement l'intervention dans le film de ce danseur justement qui a coaché Michael Jackson. Vous allez retrouver, on verra en fait qu'il fera ce pas-là, mais beaucoup plus tard dans le temps, plutôt à l'époque, dans les années plutôt 90, milieu des années 90, le temps de le peaufiner. Alors tout le monde se souvient également de son incroyable métamorphose en loup-garou, dans son clip Thriller, donc il transformera là aussi de façon complètement hallucinante la façon de promouvoir la musique par les clips dans le futur. Donc là on retrouve encore tout le champ lexical de Pluton, la planète de la métamorphose, de la mutation en bête furieuse. Sans oublier sa célèbre chorégraphie avec des morts-vivants. Alors ce symbole de la peur se retrouvera aussi dans les films, dans les succès des films d'horreur, très en vogue ces années-là, comme La Vengeance de Freddy ou la série des Psychoses. Dans le genre, par contre, de la série Transformation et Métamorphose, on a en Bête Furieuse, on a également l'incroyable Hulk. Donc c'était une série qui avait démarré plutôt sous le cycle de Pluton en Balance. Et donc d'ailleurs le héros interprété par Bill Bixby, donc Verseau ascendant Balance, qui était de ce signe-là. Donc là on retrouve à nouveau la balance, valorisée par Pluton, et qui avait également Pluton au milieu du ciel. Donc c'est quelqu'un qui avait aussi marqué son temps, puisque après il y a eu d'autres reprises, beaucoup plus tard, de ce héros de Marvel. Et donc là on avait encore un plutonien parmi les interprètes pour ce film-là. Alors à l'époque il y avait également une autre série qui faisait fureur, c'était Dallas, donc diffusé avec beaucoup de succès dans ces années plutoniennes du Scorpion, donc qui relatait l'histoire d'une riche famille texane, productrice de pétrole. Donc là on retrouve à nouveau le pétrole plutonien, avec en toile de fond des manigances, des machinations et un combat pour le pouvoir avec le terrible JR. Donc là on retrouve encore une fois le champ lexical plutonien. Et donc d'ailleurs JR, si vous regardez son thème, il était marqué par le Scorpion. Alors on est sur le thème de Larry Hagman, donc celui qui interprétait JR, 21 septembre 1931 à 16h20, donc aux États-Unis, c'était au Texas, et donc Vierge, ascendant Verseau, et on retrouve bien, donc on retrouve Mars dans la planète de l'action, qui est dans le signe du Scorpion, donc qui exprime en fait la manipulation. Bien entendu, dans la vie courante, c'était quelqu'un de tout à fait charmant, d'après les témoignages, mais on voit bien toujours cette capacité à se muter. Ça c'est le rôle aussi des acteurs qui sont capables d'exprimer à l'écran finalement des ressorts cachés de leur potentiel qu'on retrouve en fait dans les cartes du ciel. Donc souvent on peut faire ce lien entre les acteurs, leur thème astral, puisqu'on dit qu'il faudrait plus de 1001 vies finalement pour arriver à vivre tout le potentiel que l'on a, qui est exprimé au travers de cette carte du ciel, puisque 9 dixièmes de nos ressources sont vraiment en dessous de la surface émergée de l'iceberg, mais ces acteurs-là, les stars, ont cette chance-là, c'est de pouvoir finalement, grâce à leur métier d'acteur, de pouvoir interpréter d'autres ressources en fait, à travers un rôle de composition, d'interpréter finalement ce qu'ils ont finalement au fond d'eux-mêmes. Alors pour en revenir au domaine musical, la fin des années 80 et début des années 90 voit davantage la musique rap s'imposer en France avec des groupes emblématiques comme NTM avec son leader charismatique Joey Starr, donc qui est d'ailleurs du signe du Scorpion, et qui chantera donc un titre prophétique. Ça c'était plutôt
en 1995 à la fin du cycle de Pluton en Scorpion. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Donc il faudra attendre 2005 pour voir effectivement cette prophétie se réaliser avec les émeutes dans les quartiers qui s'embrasent sous le cycle de Jupiter en Scorpion, c'est-à-dire le cycle qu'on retrouve donc cette année-là, en 2018, et qui a commencé donc le 10 octobre 2017. Donc va-t-on sur cette année 2018, avec le retour de Jupiter en Scorpion, voir de nouveau les cités les plus chaudes s'embraser? Alors en guise de création, de production artistique, on aurait pu citer également le film La Haine, hein, si ma mémoire est bonne, il est sorti en 93, et donc effectivement il préfigurait ce qui s'est passé également dans ces émeutes-là quelques années beaucoup plus tard. Donc pour ne fâcher personne, puisque j'ai cité une référence plutôt du rap du nord de la France, c'est-à-dire de la région parisienne, donc on avait également dans le sud le groupe IAM, également qui faisait beaucoup parler de lui dans ces années-là. Donc si une grande partie de la culture hip-hop, on l'avait dit, est restée dans les cages d'escalier, il y a aussi eu des dérivés comme la hype, qui se retrouveront dans les clubs, qui se retrouveront avec également la musique comme la R&B, le New Jack, qui feront un carton dans les clubs branchés, avec à la toute fin du cycle de Pluton en Scorpion, la French Touch, avec des groupes comme Menelik, Alliance Ethnique, etc. On aura même eu Ophélie Winter qui aura poussé la chansonnette en reprenant des samples plutôt groovy, venus plutôt outre-Atlantique, avec bien entendu des paroles françaises. Alors dans une version beaucoup plus pop-rock de la musique, c'est le courant New Wave, britannique, qui s'impose également en France avec des groupes, alors on a The Cure par exemple, où on retrouve donc l'accoutrement, le look gothique. Après on a Dépêche Mode, où là c'est beaucoup plus épuré, et puis on a également la filière française avec le groupe Indochine. Alors à côté de cette tendance, on retrouve également les jeux vidéo qui s'invitent dans le cercle des foyers, des familles françaises, avec les jeux comme Atari, c'était des jeux assez basiques à l'époque, mais ça faisait la joie de tout le monde. Et donc là on retrouvait Uranus, Pluton-Uranus, ça c'était dans le signe du Scorpion, et on a en même temps aussi les nombreuses séries américaines qui s'imposent. On a eu pas mal là aussi également de films d'anticipation ou de séries d'anticipation sur les conquêtes spatiales, sur l'exploration de l'univers, qui avait déjà commencé au milieu des années 60 avec Star Trek par exemple. On avait également dans les années 70 Cosmos 1999, L'Âge de Cristal, où on a eu également des séries comme L'Homme qui valait 3 milliards, ça avait commencé sous Pluton en balance, qui mettait en lumière déjà le cyborg, avec la capacité à reconstruire un homme qui a été accidenté dans certaines parties de son corps. Et donc là aussi on retrouve déjà, ces dernières années, on a une avancée spectaculaire dans ce domaine-là. Alors sous ce cycle de Pluton en Scorpion, on avait aussi beaucoup de séries, de films, qui relataient des visions, qui donnaient une vision apocalyptique du futur de notre monde, donc qui remportaient, c'est vrai, un large et franc succès. Donc les plus emblématiques sont par exemple la série V, créée par Kenneth Johnson, c'est un véritable producteur à succès, qui a produit bien d'autres séries. Il s'inspirait d'ailleurs des régimes totalitaires anciens et revisitait l'époque de la résistance en version futuriste avec extraterrestres venus coloniser la Terre, en s'inspirant un petit peu du Troisième Reich qui avait colonisé en 1940 l'Europe. Le drapeau des visiteurs rappelait étrangement celui arboré par le Troisième Reich et Hitler, donc la fameuse croix gammée. Alors si vous vous en souvenez, les envahisseurs étaient en fait des reptiliens, ils avaient une apparence humaine, ils pourchassaient donc les humains et déportaient, et aussi les mangeaient. Ce qui fait un parallèle en fait, donc le producteur de cette série, avec les atrocités commises par les nazis. L'actrice la plus emblématique de cette série, c'était Jeanne Badler. Alors l'actrice incarnait à l'écran la cruelle Indiana, qui représente l'archétype parfait de la plutonienne. On avait le style reptilien au regard inquiétant, et c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu à la fois perverse mais très sexy, du côté de cette chef des visiteurs dans la série V. Donc ce feuilleton culte de la fin des années 80 aura marqué toute une génération,
et Jeanne reste encore à ce jour l'une de ses figures les plus emblématiques. Bien que native du Capricorne, 31 décembre 1953 à Brooklyn, alors j'ai pas l'heure de naissance, son caractère plutonien est évident, tellement l'actrice américaine était vraiment stupéfiante dans son interprétation de la cruelle femme lézarde. Qui plus est, en fait, on retrouve Pluton, toute puissante dans son thème, par 8 aspects. Si vous regarderez sa carte du ciel, je vous laisse regarder, vous verrez, il y a des aspects avec le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et Neptune, autant dire, pratiquement tout le système solaire, donc c'est vraiment un record. Donc pour compléter ce tableau délicieusement démoniaque, on avait la Lune, planète de la féminité, et surtout le duo Mars-Saturne, qui symbolisait le tempérament froid, implacable, teinté d'une extrême cruauté, donc qui trônait dans le 8e signe du zodiaque du Scorpion, c'est-à-dire qu'elle était quand même assez marquée dans son thème par le Scorpion. Donc dans sa combinaison en peau de serpent, blanc et noir, l'actrice était fascinante. Il manquait plus que le fouet pour représenter la parfaite maîtresse sadomasochiste, encore un personnage typiquement plutonien. Alors bien entendu, là encore une fois, on imagine que dans la vie de tous les jours, la star était quelqu'un de tout à fait charmant, comme tout à l'heure on l'avait vu avec Larry Hagman. Alors quand on parle de reptilien, c'est vrai qu'on peut faire aussi une référence du côté du cerveau reptilien, puisque comme vous le savez, le cerveau est composé de plusieurs parties, et on a une partie reptilienne, et c'est vrai qu'à l'aube de ce 3e millénaire, avec tous les progrès techniques, culturels, qui pourraient nous permettre normalement d'être heureux, que l'humanité soit vraiment heureuse, et malheureusement on se sent déboussolé, en tout cas beaucoup de gens sont déboussolés, ils s'enferment dans plein de combats meurtriers, donc on voit les hommes comme les femmes paniqués, apeurés, donc ça c'est avec des comportements plutôt bellicistes, belliqueux, donc c'est un temps qu'on pourrait croire révolu, et donc c'est vrai que il faut savoir qu'en fait il y a tout un arsenal en fait très sophistiqué qui va de la publicité en passant par les séries de télé-réalité, etc. Tout est conçu en fait pour parler directement à cette partie de notre cerveau reptilien, donc qui dirige en fait les instincts. Et donc c'est l'instinct en fait de survie. Et donc vous voyez que les gens, beaucoup de gens malheureusement tout un chacun on est un petit peu prisonnier par ces capacités-là. Il faut savoir que les gens de pouvoir, bien entendu, ont cette connaissance très pointue de cette faille. De cette faille humaine et l'utilise, comme je vous le disais, par la publicité, par de la communication, par des messages subliminaux, etc., qui vont directement communiquer avec cette partie, avec ce qu'on appelle les bas instincts, et qui amènent les gens à avoir des comportements purement égoïstes, et donc qui n'ont pas cette capacité d'avoir du recul, qui vont fonctionner beaucoup sur le mode émotionnel. Enfin voilà, c'est toute une partie qu'on pourrait effectivement développer, mais on va continuer notre chemin et notre voyage. Avant ça, donc il y avait une citation de Woody Allen qui était intéressante, c'était « Les méchants ont sans doute compris quelque chose que les bons ignorent ». Alors un dernier mot sur cette série d'anticipation. Donc on voit dans les premiers épisodes les visiteurs se présenter sous un visage bienveillant censé apporter le progrès scientifique et venir en paix, et puis on voit s'installer tout un processus de propagande, comment la vérité est travestie par la corruption d'une journaliste notamment emblématique, et beaucoup de secrets cachés par une propagande savamment orchestrée. Et dans un des épisodes, d'ailleurs, on retrouve un attentat sous faux drapeau, soi-disant fomenté par la communauté scientifique, et donc ce qui sert de prétexte pour décréter l'état d'urgence, couvre-feu dans le film, qui restreint les libertés d'expression, emprisonnement de l'intelligentsia, etc. Donc je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Alors cette fois sur les films en grand écran, on avait par exemple Mad Max dans les films d'anticipation, bien sûr Terminator, le 1 sorti en 84, donc il y avait le premier volet et puis le deuxième également, remporteront d'énormes succès par rapport au scénario à la fois effrayant mais qui s'avère aujourd'hui prendre de plus en plus forme avec notamment l'intelligence artificielle qui arrive en trombe, les cyborgs, Skynet également, le Skynet de la finance, on pourrait faire le lien entre la prise de contrôle des ordinateurs, de l'informatique à l'époque, et puis également ce qui est en train de se produire, et même dans le futur, on en avait parlé dans notre série de vidéos sur Uranus, effectivement, là encore une fois, dans un temps
un peu plus en avant, on pourrait retrouver la prise de contrôle totale des nouvelles technologies, des ordinateurs sur les êtres humains, et les reléguer au rang de primates. Donc là, il manque plus que le voyage dans le temps, et puis le tour est complet. Alors puisqu'on parle de voyage dans le temps, de films d'anticipation, je vous recommande de voir cette vidéo-là, donc sur les prédictions cachées de Retour vers le futur, notamment par rapport au 11 septembre, c'est vraiment assez stupéfiant, toutes les similitudes. Après, on y croit, on n'y croit pas. Mais voilà, c'est tout ça pour coller avec ce que je vous disais en préambule. On avait beaucoup de films, en fait, qui étaient... il y avait des énigmes, finalement, qui se sont révélées beaucoup plus tard. Alors, on pourrait poursuivre comme ça longtemps, dresser la liste de tous les films apocalyptiques, Blade Runner, donc Apocalypse Now, New York 1997, Le Dernier Combat, Le Jour d'après, Le Camion de la Mort. Donc ce dernier titre relate l'histoire d'un futur apocalyptique où la possession du pétrole est devenue l'enjeu suprême. Alors sans oublier les films qui mettent en scène des super-héros unidimensionnels, dans des films d'action comme Rambo, Commando. Donc après la débâcle et le fiasco au Vietnam, Hollywood cherche, comme je vous le disais tout à l'heure, à redorer le blason US en produisant des films qui fait passer d'ailleurs les Viet Cong pour les méchants, un peu comme ils avaient fait avec le western, avec les Indiens, les natifs, comme on les appelle, les natifs d'Amérique. Donc tout ça, c'est pour essayer de cacher un petit peu certaines vérités. Par contre, il y a certains films, notamment le premier volet Rambo 1, je crois, qui est quand même assez critique, et qui montre bien qu'une fois de plus, c'est toujours le pauvre soldat qui est le dindon de la farce, des forces étatiques supérieures et donneurs d'ordre qui se foutent de leurs compatriotes, alors qu'on vante pour le grand public le patriotisme américain, donc qui est présenté à travers les médias. Ça, c'est la version officielle, puis après on a toujours en sous-main, donc là on retrouve encore une fois Pluton. Quand on creuse, la vérité, elle est complètement différente de celle expliquée à travers la télé, les journalistes, les médias. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on avait vraiment la toute-puissance de la culture cinématographique américaine en France, et la fertilité d'Hollywood, on peut l'expliquer, encore une fois, par Pluton, qui était effectivement en scorpion. Donc ça c'est le thème des États-Unis, un thème fondateur des États-Unis, et puis on retrouve Pluton en harmonie avec Soleil, Jupiter, d'accord. Donc dans le signe du Scorpion, donc les deux signes d'eau ensemble, et également Neptune en Vierge. Donc Neptune qui montre un petit peu ce côté mythique et aussi cette imagination fertile qui sert justement de diffusion de la culture américaine. Alors rien à l'époque ne semblait pouvoir arrêter le rouleau compresseur et l'invasion de la culture anglo-saxonne, pas même les lois protectionnistes et de quotas votées visant à sauvegarder la culture francophone, notamment pour la radio dans les années 85. On voit tout de même le triomphe en France de nombreux artistes de la génération 80, donc Star 80, dont l'un des plus emblématiques, c'est Jean-Jacques Goldman, d'ailleurs qui est du signe de la Balance, donc il a émergé surtout à la fin du cycle de Pluton en Balance, et je me souviens très bien que sur un de ses premiers albums de mémoire, il avait publié les articles de presse assassins à son endroit, donc il le critiquait vraiment vertement. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir eu ce succès, d'avoir été numéro 1 au top 50 pendant plusieurs semaines, et après ensuite d'avoir fait la carrière qu'il a fait, il avait eu un peu à un moment donné cet esprit revanchard. Donc là on retrouve un Pluton et la revanche. Et donc c'est vrai qu'après par la suite il a vraiment excellé encore aujourd'hui. Et puis après on l'a vu disparaître de la scène, mais continuer à écrire pour d'autres. Alors l'année 1986 sera marquée par la mort dans des conditions mystérieuses de deux immenses artistes et trublions du PAF, Coluche, donc un natif du Scorpion, et Daniel Balavoine. Alors plus de 30 ans après sa mort, la mort du comique, donc le mystère reste entier, et il y a beaucoup de doutes qui subsistent par rapport aux conditions de son décès. Donc j'avais publié un petit article là-dessus, et il y en a d'autres bien sûr qui ont fait la même chose. Donc Coluche aura eu le temps, en tout cas avant de rejoindre les étoiles, de reprendre une des idées de Balavoine et de créer les fameux Restos du Cœur en 1986, et même de faire peur
et donner des sueurs froides aux gens du pouvoir politique. Là, on retrouve un peu le côté plutonien, hein, puisque, comme vous le savez, Coluche donc, est du signe du Scorpion, en se présentant notamment à l'élection présidentielle de 1981. Alors, son compère, hein, Thierry Leluron, un autre talent de la comédie et de la chanson française, s'éteindra la même année, un triste 13 novembre. Donc, encore une fois, le Scorpion, hein, il sera fauché en pleine gloire par le sida, alors que le Soleil était en Scorpion en conjonction avec Pluton, la planète de la mort et de la sexualité. Donc le VIH n'épargne personne, pas même les artistes, ni d'ailleurs les astrologues et voyants, puisque dans le cycle de Pluton, cette fois-ci un peu plus tard, en Sagittaire, mais ça avait commencé avant, c'était Didier Derlich qui succombait à cette terrible maladie. Alors revenons à quelque chose d'un peu plus léger, toujours dans le 7e art, le cinéma. Donc c'est vrai qu'après un intermède, hein, je l'avais dit tout à l'heure, féministe, hein, dans les années 60-70, hein, avec d'ailleurs des héroïnes dont on n'a pas parlé, il y avait beaucoup de femmes, hein, ou du moins on en avait parlé, mais on avait évoqué surtout les actrices françaises. Mais c'est vrai que les Américains étaient pas mal non plus de ce côté-là, puisqu'on a eu des séries comme Wonder Woman, donc qui mettaient vraiment en valeur la puissance des femmes, Wonder Woman, Super Jamie, ou dans un rôle plus glamour, Daisy dans Chérie fais-moi peur par exemple, hein. Donc c'est vrai qu'après Pluton, donc dans Scorpion dans les années 80, c'est vraiment le retour, on l'a dit tout à l'heure, hein, de la testostérone, comme pour réaffirmer un peu la puissance, la superpuissance hein, américaine et le côté sauveteur du monde. Donc ça on l'a vu à travers tous les films hein, de héros, etc. Donc on a par exemple dans le style héros typique américain, on a Tom Cruise dans Top Gun par exemple, donc du signe du Cancer à ascendant Scorpion, donc c'est-à-dire qu'il avait Pluton dans son ascendant, hein, à son ascendant, donc il lui donnait la force, donc doublement, puisque le Cancer c'est aussi un signe d'eau avec le Scorpion, et puis c'est également quand même la cohabitation avec des héroïnes comme Julia Roberts, hein, qui jouait le rôle de Pretty Woman, donc Julia Roberts qui est du signe du Scorpion, donc qui jouait le rôle à l'époque hein, d'une escort girl, donc avec une histoire d'amour quand même derrière dans les années 90. Et le film d'ailleurs nous parle aussi d'un homme d'affaires, hein, donc joué par Richard Gere, qui rachète des firmes hein, pour les revendre pièce par pièce. Voilà. La même année, on avait également le film Ghost, hein, un film qui parle de medium spirit, de machination, de meurtre, hein, pour des raisons d'argent, pour de la drogue. Et là, on voit émerger Demi Moore, donc une authentique scorpionne, aux côtés de Whoopi Goldberg, donc, qui est également natif du Scorpion, 13 novembre 1955. Puis bien sûr, on avait le regretté acteur qui malheureusement jouait le rôle du fantôme. Alors l'acteur, c'est bien entendu Patrick Swayze, c'est vrai que le nom m'échappait au moment où je voulais vous le dire. Et donc là, on retrouve aussi dans un style un peu plus sulfureux, Basic Instinct, deux ans plus tard, donc interprété par Sharon Stone, du signe du Poisson, mais là encore une fois une authentique hein, plutonienne. D'ailleurs on l'a retrouvée quelques années auparavant dans un style un petit peu peau de vache dans Total Recall avec Schwarzenegger, où elle jouait vraiment la femme fatale. Alors nous aurions pu citer aussi une année avant hein, Jodie Foster, également du signe du Scorpion, qui triomphe aux côtés d'Anthony Hopkins dans un thriller haletant Le Silence des Agneaux. A noter que Anthony Hopkins, hein, bien que natif du Capricorne, est un authentique plutonien. Alors un petit tour quand même du côté du cinéma français, on avait Sophie Marceau, hein, du signe du Scorpion aussi, qui triomphait hein, dans ces années-là, dans les années 80, avec des films comme, un peu avant, il y avait La Boum, L'étudiante, et puis on avait également Vanessa Paradis dans Noces blanches, en 1989, hein, qui triomphe, donc Vanessa Paradis, qui est du signe du Capricorne, et de mémoire un ascendant également en Scorpion. Et donc c'est vrai que le thème abordé était quand même assez... je ne sais pas si c'est dans ces années où on vit, en 2018, on aurait pu aborder un thème aussi polémique. Alors pour finir cette vidéo sur Pluton en Scorpion, je terminerai par une phrase politique qui a beaucoup fait parler. Donc c'était de François Mitterrand, c'était une confession faite avant de mourir dans son livre Le Dernier Mitterrand. Et François Mitterrand donc s'était livré à cette confession où il disait « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale. Leur propagande, les manipulations, leurs mensonges. Les Américains voulaient envoyer des Turcs bombarder les Serbes. J'ai fait ce qu'il fallait pour éviter cette folie.
etc., etc. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, on retrouve bien la toute-puissance à cette époque-là des États-Unis, et encore plus dans le cycle prochain, c'est-à-dire le cycle de Pluton dans le signe du Sagittaire, qui est l'ascendant, comme vous le savez maintenant, des États-Unis.